Bonjour à tous, bienvenue dans Turbine Podcast, le podcast qui parle aux entrepreneurs. Aujourd'hui, on aborde une question essentielle pour toute personne qui veut se lancer. Quel statut juridique choisir? Auto-entrepreneur, entreprise individuelle, société, ça peut parfois sembler compliqué. Et pour nous aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir Rudy Drouette, conseiller d'entreprise à la Chambre de métier et de l'artisanat Hauts-de-France. Bonjour Rudy. Bonjour Anoa, ravi d'être ici, merci pour l'invitation et de pouvoir aider nos futurs entrepreneurs, artisans commerçants sur le Dunkerquois à faire les bons choix. Super. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et Tout à ton fait. rôle à la CMA? Alors donc Rudy Drouette, je suis conseiller entreprise donc à la Chambre de métier de l'artisanat depuis 10 ans. Je suis arrivé l'année dernière sur Dunkerque à la Turbine au mois de mars. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner les porteurs de projets donc dans les métiers du commerce et de l'artisanat de proximité. Donc accompagner du début du projet, de l'idée, le montage juridique, fiscal, social, l'immatriculation et également le suivi de la jeune entreprise avec l'objectif d'un développement à 3 ans. Voilà. Après, on a aussi d'autres dispositifs, des labels qualité. Si l'entreprise, malheureusement, est aussi en difficulté, on a tout ce qu'il faut en termes de dispositifs pour accompagner l'entreprise à toutes les étapes de sa vie. Super. On donnera dans tous les cas tous les contacts à la fin de la vidéo. Tout à fait. Pour commencer, pourquoi c'est important de bien choisir son statut quand on se lance? Alors, effectivement, on a beaucoup de cas de personnes qui se lancent, ce que j'appelle à la va-vite. Bon, il faut prendre un temps de réflexion. Le choix du statut, ça va déterminer effectivement les droits et responsabilités, ce qu'on a le droit de faire et pas faire, et la responsabilité envers son entreprise, notamment l'entreprise individuelle. Ça va déterminer aussi le régime social, comment on paye ses cotisations pour sa maladie et sa retraite. Ce sont des sujets importants aujourd'hui. Et également la fiscalité, les impôts et les taxes. Hein, c'est la manière dont on paye ses impôts en France. Il faut bien choisir son statut là-dessus. Le choix est très important. Ok. Et quelles sont les conséquences en termes de responsabilité, fiscalité, régime social, justement? Alors, en termes de responsabilité, si on prend les premiers statuts qui sont l'auto-entrepreneur et l'entreprise individuelle, qui sont les plus simples, il faut savoir, comme je dis toujours, l'entreprise et l'individu ne font qu'un, juridiquement. Euh, donc, il y a confusion, en fait, entre l'entrepreneur et l'entreprise. Quand on est en système de société, on dissocie juridiquement la personne physique de la personne morale. Donc, c'est deux choses différentes. Il y a aujourd'hui la responsabilité limitée sur les sociétés, c'est-à-dire qu'on ne met pas en gage, on ne met pas en garantie ses biens personnels. C'est très important. On réabordera après le sujet sur l'entreprise individuelle qui a eu quelques réformes en 2022. En termes de fiscalité, en gros, ce que vous avez à savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a deux types de fiscalité. L'impôt sur le revenu, qui est essentiellement centré sur les entreprises individuelles, dont l'auto-entreprise qui a un régime d'impôt sur le revenu microfiscal, très simplifié. Et vous avez les systèmes de société qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés, qui est à peu près, alors pour les petites entreprises qui font moins de 40 000 euros de bénéfices, c'est 15%, et au-delà, c'est 30 et quelques pourcents pour faire très simple. En termes de régime social, très important, la micro-entreprise, l'entreprise individuelle, la SR et la SAS ont des régimes sociaux bien à eux, qui sont calculés de manière différente, avec des bases différentes. On détaillera peut-être après voilà, sur la partie technique. Hein. Ok. Et quel est l'impact sur l'image de l'entreprise, justement? Alors, effectivement, aujourd'hui, quand on choisit un statut, si on doit aller voir des financeurs publics, un banquier, demander des subventions à des structures publiques, le choix du statut est déterminant. Notamment, surtout avec le banquier, c'est là où on va demander en général le plus gros financement. Les auto-entrepreneurs qui ont besoin en général de 1000 à 10 000 euros, ça peut être compliqué parfois d'avoir un prêt à la banque. Parce que les banquiers, ce qu'il faut comprendre, c'est ils vont vous faire un prêt avec un taux d'intérêt. Si le montant n'est pas très élevé avec une durée courte, effectivement, financièrement, c'est pas forcément super intéressant pour eux. Donc, pour être crédible devant la banque, c'est vrai qu'il est plus apprécié d'avoir un statut d'entreprise individuelle, voire de société, avec un apport qui peut monter jusqu'à 20% Ok. du budget d'investissement, pour être Ça crédible. marche. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon des statuts principaux. On peut peut-être commencer par le statut d'auto-entrepreneur ou autrement dit micro-entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Tout à fait. Alors, si on reprend l'historique de la micro-entreprise, beaucoup de gens nous demandent, monsieur, c'est quoi la différence entre auto-entrepreneur et micro-entreprise? C'est la même chose.
L'auto-entrepreneur a été mis en place en 2009 sous le régime du président Nicolas Sarkozy. Ça a été créé en 2009. Il a ensuite été réformé un petit peu, il a changé de nom sous la forme de la micro-entreprise sous le gouvernement de François Hollande. Il y a eu une nouvelle modification sous le gouvernement du président Macron qui a ajouté la petite particularité en fait, de pouvoir être en micro-entreprise avec la TVA, ce qui n'existait pas sous les deux anciennes présidences. Donc c'est un statut qui a énormément en fait, évolué la micro-entreprise. Voilà, auto-entrepreneur, micro-entreprise, même chose en D'accord. termes de terminologie. Ok. C'est pour qui ce statut, en bref? Alors, à la base, la micro-entreprise auto-entrepreneur a été créée pour des gens qui voulaient déclarer une petite activité complémentaire à leur activité salariée, D'accord. mais aussi pouvoir créer une petite activité inférieure à 30 000 euros de prestations, par exemple, sur les prestations de services, Mhm. essentiellement centrée sur les particuliers. D'accord. Voilà, parce que quand on s'adresse à une clientèle de particuliers, une clientèle de professionnels, c'est pas tout à fait la même chose en termes de devis, de facturation. Donc à la base, c'était ça, faire de la prestation de service toute simple, Mhm. très peu de charges, Mhm. qui s'adresse à des particuliers. Mais aujourd'hui, on a à peu près pas loin de 4 millions d'auto-entrepreneurs, micro-entreprises en France. C'est une masse énorme. C'est un statut simple qui intéresse beaucoup de monde. C'est un statut aujourd'hui qui touche toutes les activités. D'accord. Et quels sont les avantages et les limites de ce statut? Alors, les avantages du statut, la simplicité, Mhm. la rapidité. Quand vous faites vos déclarations, que ce soit social au niveau de l'URSSAF ou au niveau des impôts, tout est extrêmement simplifié. La base de calcul est très simple, c'est le chiffre d'affaires. Les limites, c'est qu'on ne peut pas déduire ses charges. On a souvent D'accord. des questions en disant oui, est-ce que je peux déduire mes frais de route, mon carburant, mes systèmes d'énergie, est-ce que je peux déduire mon salaire réel? Malheureusement, non. En micro-entreprise, c'est le seul statut où on ne peut pas déduire ses charges et également on ne peut pas déduire ses investissements. Quand vous achetez un camion, du matériel ou de l'outillage, Mhm. ça a une certaine somme, on ne peut pas le déduire fiscalement. Ok. Ça, c'est la vraie limite en fait Si de la j'achète un micro-entreprise. ordinateur professionnel ou un téléphone professionnel, je peux pas le déduire. Non, on peut pas Ok. récupérer une fraction fiscale, une partie fiscale de l'investissement matériel. Et il y a la fameuse limite que D'accord. tout le monde connaît, je pense, c'est la limite du plafond de chiffre d'affaires. Mhm. En fait, on est limité à peu près à 37 000 euros en prestation de service et 85 000 en vente. D'accord. Voilà. Si on passe ce plafond, donc c'est des plafonds qu'on appelle en franchise de TVA, Mhm. c'est-à-dire qu'on ne facture pas la TVA à ses clients, on n'est pas sous le régime de TVA, donc c'est un coût en moins. Aujourd'hui, avec le gouvernement Macron, du président Macron, la réforme sur la TVA permet de sauter ce fameux plafond, un plafond qui est multiplié presque par 2,5, on peut D'accord. aller jusqu'à 77 000 en prestations et un peu plus de 160 000 de ventes. Là, par contre, il faut passer au régime de la TVA et s'il faut prendre un comptable. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour pour auto-entrepreneur? Complètement, ouais. Ok. Des choses de plus simples. Parfait. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement au niveau de l'entreprise individuelle? Oui, alors l'entreprise individuelle, c'est le plus vieux statut qui existe depuis des décennies. Statut qui a le mérite d'être simple. Donc confusion entre l'entreprise et la personne physique. Je me dis toujours entrepreneur, entreprise ne font qu'un. Ouais. Confusion de patrimoine. On peut apporter facilement du matériel, son véhicule, l'outillage dans l'entreprise, Mhm. comme c'est confondu. Voilà. L'entreprise individuelle a été réformée en 2022 parce qu'il y avait une petite option possible qu'on appelait l'EIRL. Alors c'est pas D'accord. l'EURL, c'est l'EIRL. Et en 2022, ça a été abrogé. Le truc, c'est qu'en entreprise individuelle à la base, on pouvait perdre ses biens personnels. D'accord. Voilà, ça c'est embêtant. Quand on a une difficulté économique, on passe au tribunal de commerce, on peut perdre ses biens. L'EIRL, justement la responsabilité limitée, permettait en EI de protéger ses biens perso. Tout ça, ça a été abrogé en 2022. Ils ont dit au niveau du gouvernement, voilà, on a un statut unique d'entreprise individuelle. Vous prenez une option, soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur les sociétés. Vos biens personnels sont protégés, quoi qu'il arrive. D'accord. Résidence principale, biens secondaires. Sauf si abus de biens sociaux, détournement de fonds, faute de gestion. Hormis ces cas-là, vos biens personnels ne risquent rien en entreprise individuelle. C'est la nouveauté depuis 2022. Il vaut mieux éviter de toute façon, je pense, d'arriver dans cette situation. Il vaut mieux. Est-ce qu'on peut maintenant parler un petit peu des sociétés? EURL, SARL, SASU, SAS, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc ça nous fait 4 statuts différents, on peut s'y perdre au niveau Effectivement. de terminologie. Alors, je vais prendre par paquet de 2. Mm. L'EURL, la SARL, c'est la même chose. Ce qui les distingue, en fait, l'EURL, quand vous avez la terminologie U dans un statut, c'est unipersonnel. Ça veut dire D'accord. un gérant Ok. qui a 100% des parts
Donc il n'y a pas d'associé. Mm. Beaucoup plus simple à gérer que quand on a plusieurs associés. Voilà, où il faut dialoguer, il faut prendre des décisions ensemble. Donc le URL, c'est le pendant unique à un associé de la SARL. D'accord. Tout simplement. La SASU, la SAS, c'est la même chose. Ok. La SASU, unipersonnelle, c'est une SAS à un gérant D'accord. unique. Tout simplement. Ok. C'est pas si compliqué finalement. Non, c'est pas si compliqué quand on connaît les terminologies. Ok. Quelles sont les différences majeures? Alors, les différences majeures se situent principalement au niveau des charges sociales, URSSAF. Voilà, parce que ça représente une masse très importante sur la rentabilité économique de l'entreprise. Ok. En EURL et SARL, ce que vous avez à savoir, principalement, on est taxé à 43 à 45% sur son salaire réel de gérant à l'année. Hein, si vous prenez 20 000 euros de rémunération de gérant, vous êtes taxé à 43 à 45%. Donc on est à peu près entre 9 et 10 000 euros à l'année. Voilà, on est taxé sur le salaire réel avec un taux de charge. Le taux de charge en SAS est beaucoup plus élevé. Il est au-dessus de 70-80%. Alors la particularité, c'est que vous avez une fiche de salaire en tant que gérant assimilé cadre salarié, donc vous avez un statut cadre. Vous avez une fiche de salaire, forcément on est plus taxé parce que l'assurance maladie est meilleure, et surtout la retraite en SAS est bien meilleure que sur les autres statuts. C'est D'accord. normal parce qu'on paye beaucoup plus. On a une retraite de cadre en fait, qui est la meilleure retraite de gérant à l'heure actuelle. D'accord. Merci pour ces infos. Si on parle un petit peu de notion de capital, d'associé, de régime social, autrement dit TNS versus assimilé salarié, qu'est-ce Voilà. que tu peux nous dire là-dessus? Donc deux choses différentes. TNS, travailleur non salarié, versus assimilé salarié. Donc quand on est gérant assimilé salarié en société, on a une minorité de parts. Ok. C'est-à-dire qu'on a moins de 50% du capital. On peut avoir 20-25%. Mm. Donc on est gérant, on peut être co-gérant, minoritaire. On prend des décisions avec le gérant qui lui est majoritaire et qui a plus de 50%. Mais on a une fiche de salaire avec un contrat de travail et on est régi sous le régime des salariés. Mm. L'avantage, c'est qu'on a l'assurance chômage quand on est assigné salarié. Si on est TNS, travailleur non salarié, on n'a pas d'assurance chômage, quel que soit le statut. Ok. Hein. Donc ici, on est majoritaire, on a plus de 50% des parts. Et voilà. Donc on peut avoir des constitutions de sociétés SARL, SAS avec un associé gérant majoritaire et un associé minoritaire qui est assimilé salarié. Ok. Sur les notions de capital, c'est très simple, tout a été simplifié par l'État. Mm. Vous pouvez constituer une SARL ou une SAS aujourd'hui avec 1 euro. Ok. Alors la crédibilité bancaire, attention. Voilà, effectivement. Aujourd'hui, en moyenne, quand vous constituez une société, vous avez le capital social qui est bloqué, qui est entre 1 000 et 5 000 euros. Voilà, ça sert à rien de mettre plus, parce que c'est de l'argent qui est bloqué. Et en général, l'argent qu'on a en plus, on le met en ce qu'on appelle en capital, en apport en compte courant d'associé. Ce qui permet en fait d'alimenter la trésorerie de l'entreprise. Et l'entreprise a une dette envers vous. Donc elle va vous rembourser après. D'accord. Ok. Quel statut pour quel type de projet? Ah, ça c'est une excellente question et je pense que c'est la question à 1 million d'euros. Quelques exemples. Déjà, il n'y a pas de meilleur de statut. Il n'y a pas de meilleur statut. Okay. Pour les projets qui sont simples, qui requièrent peu d'investissement, très peu de charges, avec un chiffre d'affaires limité, la micro-entreprise est tout indiquée. Aujourd'hui, à la Turbine, avec tous les partenaires qui travaillent sur la création d'entreprise, c'est à peu près 80% des porteurs de projets qu'on accompagne, tout à fait. D'accord. Il y a à peu près 3,7 millions, 4 millions d'auto-entrepreneurs en France et ça ne cesse de monter. Donc voilà, si vous avez un projet simple, peu d'investissement, peu de charges, avec un chiffre d'affaires limité, là où l'auto-entrepreneur, c'est très bien pour démarrer. On peut commencer 1 an, 2 ans, 3 ans. Nous, on a des dispositifs avec nos partenaires, justement, s'il y a un souhait d'évolution. On fait également des formations là-dessus, faire évoluer sa micro-entreprise, changer de statut. C'est une formation qu'on fait à peu près tous les semestres. Le but, c'est ça, c'est de voir si la micro-entreprise est amenée à être évoluée ou si elle est amenée à se stabiliser, elle ne va pas changer de statut. Okay. Pour les plus gros projets où on doit travailler avec des gros chantiers professionnels, des gros clients à l'international, c'est vrai que c'est mieux de se mettre en société, SARL ou SAS, avec un capital qui est beaucoup plus important. Voilà. Dernière partie de ce podcast, les questions à se poser avant de choisir. Mon projet est-il test ou pérenne? Je pense que c'est la première question à se poser. Tout à fait. Alors la pérennité des entreprises qui se créent, quel que soit le statut, aujourd'hui il y a une entreprise sur 2 qui passe le cap des 2-3 ans. Avec nos partenaires avec qui on travaille à la Turbine, donc, que ce soit la CCI ou la BGE, on a cet objectif de pérennité à 2-3 ans.
C'est pour ça qu'on met en place des suivis de jeunes entreprises, Ok. avec le portail Maison des entrepreneurs de France, Mhm. qui permet d'être pris en charge. S'il y a une phase de test qui est nécessaire, vous avez les dispositifs de couveuse Mm. qui sont très bien. Nos partenaires de la BGE, par exemple, ont un dispositif de la couveuse BGE, c'est un Cubatest, si je dis pas de bêtises. C'est le podcast juste d'avant, justement. Donc, je fais le lien. Voilà. Et voilà. Donc la question, effectivement, nous, quand on accueille les porteurs de projets, même à la Ouais. phase de l'idée, est-ce qu'on a besoin de tester? Est-ce que c'est pérenne? C'est des Mm. questions, effectivement, qui sont très importantes. Ok. Est-ce qu'on est seul ou plusieurs à Ouais. créer? Ça, c'est important. Alors, on a beaucoup de gens qui nous disent, oui, est-ce qu'on peut créer une micro-entreprise à plusieurs? Non, ce n'est pas possible. Mm. Tous les systèmes d'entreprise individuels, c'est une personne. Oui. Mais plusieurs micro-entrepreneurs peuvent travailler ensemble sur des gros chantiers. Mm. Mais ils doivent avoir chacun aussi leurs clients. Ok. Ils peuvent avoir des chantiers communs. Mais il faut faire attention à ce genre de choses. Ça peut être qualifié par exemple en société de fait. D'accord. Au niveau des besoins de la protection sociale, c'est important aujourd'hui. Donc c'est la maladie. Mm. Si on tombe malade, on est indemnisé. Et surtout le système de retraite. La micro-entreprise aujourd'hui, c'est le statut où malheureusement la maladie et la retraite, c'est assez fragile. On a disons, des indemnisations minimales. Si vous voulez améliorer votre régime de retraite, forcément si vous êtes auto-entrepreneur, il faut partir sur un autre statut pour cotiser mieux et D'accord. avoir un meilleur régime. Ok. Aujourd'hui, le meilleur régime qui assure sur la protection sociale, c'est la SAS. D'accord. Mais il faut être prêt à payer le taux de charge qui va avec. Évidemment. Peut-être d'abord se lancer en micro-entreprise pour à après fait. pouvoir évoluer sur un autre statut. C'est quelque chose qui est possible Tout à aussi. fait. Et si on revient au point d'avant, effectivement, projet test, bon, bah, la micro-entreprise, ça peut être une phase de test, Ouais. parce qu'on prend un risque vraiment qui est très minimal. Ouais. Et, voilà. Que ce soit pour créer ou si la micro-entreprise ne fonctionne pas, on peut la radier très facilement, Mm. contrairement à une société, Ok. aux autres statuts. Je peux aussi me poser la question de est-ce que je vais avoir besoin d'investisseurs ou de salariés rapidement. Ça peut aussi déterminer le choix de mon statut. Tout à fait. On a des micro-entreprises, par exemple, qui créent, et au bout de 2 ans, notamment dans le bâtiment, qui doivent embaucher, Ouais. parce qu'ils ne peuvent plus travailler tout seuls sur les chantiers. On a la question du statut qui se pose. Oui. Alors, il faut savoir que en micro-entreprise, il n'y a aucune loi, URSSAF ou Code du travail, qui interdit d'embaucher, mais le statut de la micro-entreprise n'est pas fait pour embaucher. Mm. Comme il est limité en plafond, le coût d'un SMIC à temps plein est beaucoup trop important, on ne peut pas le déduire, D'accord. donc mécaniquement, ça ne fonctionne pas. La micro-entreprise, c'est vraiment fait pour créer son propre emploi. Ok. Et ce qui est très important aussi quand on se lance, c'est de pouvoir bénéficier de formations et d'accompagnement. Tu ne vas pas dire le contraire, je pense. Tout à fait, et je l'encourage et je le préconise fortement. Donc, nous, les partenaires, la Chambre de commerce, la BGE, la Chambre de métier, on a le même système de travail. Mm. On travaille avec Maison des entrepreneurs, ça passe par un système d'atelier, D'accord. parce qu'on a l'idée, le projet. On fait le conseil individuel ensuite, on vous accompagne sur votre projet de manière individuelle. Le montage juridique, le choix du statut, on va bien vous conseiller, vous guider, vous orienter, vous faire des préconisations. Le régime social, fiscal, la gestion, très important. Mm. Ce que c'est que la trésorerie, ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, comment on gère ses charges, la rentabilité, comment on détermine son salaire. On a tous des dispositifs de formation et d'accompagnement individuel pour ça, dans les 3 premières années de l'entreprise. Super. Donc, pour finir, en résumé, il n'y a pas de meilleur statut. Il y a surtout un statut qui est adapté à votre projet. Tu confirmes? Tout à fait, je reconfirme. Donc, je vous conseille vraiment de vous rapprocher des conseillers de la CMA si vous avez le moindre projet en tête ou tout simplement de vous rendre à la Turbine, place des entrepreneurs à Dunkerque. Je le répète, c'est situé à 2 minutes de la gare de Dunkerque et nous pourrons répondre à toutes vos questions avec les différentes structures hébergées dans ce beau bâtiment qui possède également un espace coworking pour que vous puissiez y travailler sereinement. Merci Rudy pour ce podcast très riche et surtout très important. C'est peut-être pas le plus fun à écouter, mais en tout cas, c'est clairement la base de l'entrepreneuriat et c'est vraiment chouette de pouvoir avoir des explications là-dessus. Donc je te remercie pour ta disponibilité et on mettra toutes les infos, tous les contacts dans la description du podcast. On vous remercie, on vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci.